Avoir pu être l'entraîneur de Karim, Nabil Fekir, Alex Lacazette, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, Maxime Gounod, enfin je ne peux pas tous les citer, mais Anthony Martial, enfin, et à ceux qui ont moins réussi, Sébastien Flochon qui joue à Boulogne, pardon, pas à Bologne, Boulogne. Ouais. Enfin, je pense à lui parce que tu vois, j'ai reçu un coup de téléphone de lui ce matin, mais Ouais. tu vois, c'est extraordinaire. J'ai une vie, mais extraordinaire. J'ai de la chance. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Bah, Cyril, merci de m'accueillir C'est un plaisir. au Groupama Stadium. Incroyable. C'est gentil. Comment tu vas, Cyril? Ça va super bien. Cyril Dols, éducateur U15 à l'Olympique Lyonnais. Je suis content de te voir. Enfin, je peux te voir. Il était temps. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, on n'a pas pu. Et enfin, là, je peux te voir. Donc, je suis super heureux de t'accueillir. Bah, que tu m'accueilles déjà et de te revoir. Donc, je suis très content. On va faire un entretien un peu pour tous les éducateurs et tout. Il y a plein de questions d'éducateurs, tout ça. Voilà, il y a pas mal d'entretien sur toi, sur ton parcours, pour montrer un peu aux gens ton parcours. Tu as un parcours issu du foot amateur. Ouais. Donc, nous, on y est. Et tu as ensuite qui a dérivé sur le foot professionnel. Donc, c'est magnifique. Tu es un peu un exemple pour plein d'éducateurs. C'est pour ça aussi on est content de te recevoir. Donc on va parler un peu de ton parcours et on aura des questions un peu diverses de plein d'éducateurs. D'accord? Okay. Donc voilà. Mais avant, je voudrais montrer à ceux qui nous regardent déjà comment on s'est rencontrés, parce que c'est quand même assez marrant. C'est que, alors je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait maintenant peut-être 2 ans, Oui. 3 ans. Pendant le Covid. Pendant le Covid, ouais, c'est vrai. Ah, c'était pendant le Covid. Ouais. Ça, tu te rappelles encore? Ouais. Et on s'était rencontrés sur. En fait, moi, je cherchais à évoluer, puisque j'étais éducateur, je ne sais alors plus dans quel club. Et je cherchais des vidéos d'entraîneurs sur Internet. Je me rappelle. Et je t'ai découvert sur YouTube. Et je t'ai vu en petite vidéo, je dis, ah mais ce mec-là, c'est incroyable, ils ont fait un petit reportage sur lui, il est fort, il parlait, même je voulais travailler la causerie. Et comme par hasard, je suis tombé sur une causerie à toi que tu as fait dans les vestiaires. Et je dis, ce mec-là, il faut vraiment que je l'ai au téléphone, il faut que j'arrive à apprendre des choses de lui. Et je t'ai découvert sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn. Ouais. Je t'ai envoyé un message et tu m'as répondu directement. Et tu as dit, bah vas-y, pas de problème, on fait un bisou, je t'apprends des choses et tout. Donc déjà, moi, je veux te remercier sur ça, parce que tu es la seule personne qui m'a fait plaisir, qui m'a fait confiance dans le sens que tu as pris du temps pour moi. Donc c'est marrant pour ceux qui étaient de notre rencontre, elle est marrante, parce que tu prends le temps quand même pour quelqu'un qui est issu du foot amateur, de venir l'aider et de lui conseiller, de lui apprendre des choses. Donc tu es un peu mon mentor aujourd'hui, tu vois. Je sais pas, en tout cas c'est normal de redonner un peu au foot, c'est un peu une réponse cliché, mais de redonner un petit peu au foot tout ce qu'il nous a donné. Et j'aurais aimé qu'on puisse faire ça pour moi. J'ai pas toujours eu cette chance-là, donc à moi de faire partager ce que je peux vivre ici à l'OL à plein d'éducateurs, parce qu'il faut rêver. C'est ça. Et il faut que les rêves puissent aboutir également. C'est ça. Donc donnez-vous les moyens et puis ça peut passer. Mais Donc voilà, tu as été un coup de cœur, ouais, on a matché et puis c'est vrai. après tu as passé ton BEF. Mon BMF, c'était Ton mon BMF BMF, à l'époque. Ouais, ton c'était mon BMF à l'époque, ouais. et puis tu vois, tu suis ta route et voilà. Bah, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi j'avais une problématique, c'est que je n'arrivais pas trop à apprendre des choses dans les clubs, j'étais un peu solo, j'arrivais pas à trouver. Et c'est vrai que toi, tu étais un peu la personne qui m'a un peu pris sur son bras. Il m'a dit, bah regarde, on est en train de discuter, on échangeait. Alors j'apprenais énormément de toi. C'est vrai que bon, pour toi, je sais pas si tu perdais peut-être plus de temps qu'autre chose, mais Non, en non. tout cas, moi j'ai beaucoup appris de toi. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, c'était vraiment toi qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je te considère aujourd'hui, un jour peut-être que je coacherai peut-être plus haut. Je dirais, bah, aujourd'hui, Cyril, c'est mon mentor de base. Je te le dis la vérité, tu vois. C'est sympa, mais l'échange il est gagnant-gagnant parce que quand on discute foot, tout le monde y gagne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va parler un peu de ton parcours. Ouais. J'aimerais un peu savoir comment tu as débuté dans le monde du football. Alors dans le monde du foot, je suis arrivé, j'étais jeune éducateur à 14 ans dans un club amateur à côté de Lyon, à Chassieux. Et comme dans beaucoup de clubs amateurs, il manque un petit peu de main-d'œuvre pour pouvoir aider les jeunes à évoluer. Donc je suis devenu jeune éducateur à 14 ans. 14 ans, c'est ouais, jeune. 14 ans. Donc je savais très tôt que je ne serais pas un super joueur. Donc autant déjà bifurquer vers une voie qui peut être intéressante dans le foot. Ouais. Donc 14, 15 ans, et ben, voilà, dans un club amateur, on se fait les dents sur les tout petits parce que voilà, on est jeune. Et puis on commence un petit peu à la base. Donc voilà. Tu as été joueur avant ou pas avant de... Oui, j'étais un joueur très moyen. Niveau départemental, où j'ai pareil dans ce petit club à Chassieux. Mais quand tu as été joueur, tu as commencé en école de foot ou tu as commencé un peu plus tard ou... Ouais, dans les années 80, école de foot, Poussin à l'époque, Pupille à 7, Pupille à 11, Bidim, Cadet, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais. Et puis après, ben voilà, minime, et je mets la main à la pâte et je deviens éducateur. Est-ce que tu te rappelles un peu ce qui t'a fait, qui t'a poussé vers le football en tant que joueur au début, quand tu t'es inscrit? Est-ce qu'il y a peut-être un... Moi, je sais que c'était 98, la Coupe du Monde. Mais toi, est-ce que tu as un autre... Alors moi, j'étais bercé par 82, les années Platini,
Il y avait un joueur qui s'appelait Bernard Lacombe également, qui était issu de Lyon, qui jouait à Bordeaux, qui était un buteur fantastique. Voilà, toutes ces choses-là, c'est 82, 84. Et puis après, l'image paternelle aussi. Mon père, il regardait les matchs de foot, il m'emmenait au foot. Donc, quelque part, on suit un petit peu les rails de nos parents. C'est vrai. Et c'est quoi est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué un peu, ton plus beau souvenir dans le foot amateur? Ton plus beau souvenir quand tu coachais? J'ai pas de souvenir particulier dans le foot amateur, si ce n'est un, c'est que en tant qu'éducateur, c'est les parents qui m'emmenaient. J'avais pas de voiture, j'avais pas de moyen de locomotion, donc c'est surtout ça qui fait sourire maintenant, c'est que j'étais très très jeune quoi pour entraîner. Je vois pas mes joueurs entraîner à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que je me dis ouais, t'as commencé vraiment classe biberon quoi. Ouais, 14 ans, ouais, c'est vrai que tu pouvais être le fils des parents qui t'accompagnaient. Exactement, tout à fait. C'est incroyable. Est-ce que tu te rappelles un peu des défis un peu que tu as rencontrés quand tu étais même jeune éducateur dans un club, qui t'a marqué un petit peu des défis, un peu tu as eu du mal à surmonter ou... Les défis, c'est travailler avec les moyens qu'on te donne. Tu as peu de ballons, tu as peu de matériel, tu t'adaptes aux jeunes, au terrain. Donc c'est tous des moyens logistiques qui te sont donnés qui font que tous les jours est un défi. D'accord. Ce que tu retrouves un petit peu moins au club professionnel. D'accord. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement du foot amateur aujourd'hui? C'est la source, c'est la base. On est tous issus du foot amateur déjà. Et tous nos joueurs du monde professionnel viennent du monde amateur également. Donc c'est la source, c'est la cellule souche du football. Et il faut prendre en considération ça pour mieux comprendre leurs problématiques, pour travailler avec eux de pair. Et c'est vraiment très important à mon sens. Est-ce que t'as pas alors, on a tous généralement un moment qui est mémorable quand même dans le foot amateur. Tu as une image qui te reste quand tu étais jeune, quand tu étais éducateur avec des enfants, peut-être sur un tournoi, peut-être sur un match qui t'a marqué, un truc ça t'a marqué. Alors peut-être tu me fais revivre des moments, c'est la Coupe nationale que j'avais vécue en poussin avec le club de Chassieux quand j'étais responsable des poussins, donc je devais avoir 15 ans, et que j'ai rejoué après quelques années plus tard avec la génération Benzema ou en Coupe nationale sur cette année-là avec la génération 87, on l'a gagné. D'accord, et ça t'a marqué quand tu étais plus jeune. Moi, tu es toujours aussi jeune. Donc, est-ce que dans ton parcours, il y a un aspect que tu estimes particulièrement utile ou inspirant pour les jeunes qui envisagent de devenir éducateurs? Pour moi, c'est la curiosité. D'accord. La curiosité, c'est toujours regarder ce qui se passe à côté, chez les professionnels comme chez les amateurs, pour pouvoir voir et apprendre. En fait, on est des voleurs d'idées et on va prendre des choses chez les autres et on va les adapter à son contexte. Et c'est ce qui va faire que tu vas remplir ton sac à dos d'éducateur et que tu vas être riche après de tout ça. Ouais, c'est vrai. Tu as un mentor ou pas? Tu as eu quelqu'un qui... Moi, je t'avoue, tu es mon mentor aujourd'hui. Est-ce que toi, tu en as eu un ou qui t'a influencé, un modèle, quelqu'un qui t'a influencé dans ton... Il y a plein de gens sur ton parcours qui t'aident à Chassieux, comme après à l'OL. Il y a des gens qui m'ont poussé et à qui je dois beaucoup. Et chaque instant de ce voyage, des personnes effectivement ont jalonné et m'ont permis de... Mais t'en as une qui te marque ou pas? Il y en a une qui doit ressortir un nom qui te... J'ai pas envie de ressortir quelqu'un de spécial. Parce que t'as pas envie Ouais, mais les gens ils se reconnaîtront à la fois à Chassieux et à la fois à l'OL. Et c'est ces gens-là qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as un moment où tu as envisagé un peu, de dire, vas-y, je suis éducateur, mais vas-y, il faut que je suis une autre voie. Il y en a beaucoup qui sont éducateurs amateurs aujourd'hui. Ouais. Il y a évidemment qu'ils aiment ça, mais il y a évidemment qui disent, vas-y, ils sont un peu le cul entre deux chaises, ils disent, bon, est-ce que je continue ou est-ce que voilà, je suis une autre voie? Est-ce que tu as eu une envie évidemment de dire, j'arrête, quoi, je vais... Alors non, parce qu'en fait j'ai une particularité, c'est que j'ai 2 emplois. Je suis le matin à l'UT Lumière à l'Université Lyon 2 et l'après-midi je suis au club à l'OL. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette double vie entre guillemets qui m'a fait prendre conscience que le foot c'était une passion et je la vivais vraiment pleinement les après-midi et que j'avais aussi un à côté les matins dans une autre vie professionnelle. Donc j'ai pas pris la tangente plus vers l'un que vers l'autre, mais ça a toujours été un équilibre qui m'a suivi depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu mets encore des fois les pieds dans des clubs amateurs ou pas aujourd'hui? Oui, parce que j'ai mon fils qui joue dans un club amateur, donc je vois perpétuellement ce qui s'y passe. Donc c'est intéressant, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Il faut toujours se dire, voilà, j'ai une pensée pour eux parce que je viens de là. Et si tu n'as pas, je dirais, ce regard-là sur le monde amateur, je pense que tu ne peux pas t'épanouir dans le monde professionnel. Est-ce que tu as vu par exemple toi des changements? Parce que maintenant que ton fils est dans le foot amateur, qu'il joue au foot, est-ce que tu vois un réel changement par rapport à avant quand toi tu y étais? C'est quoi les changements significatifs pour toi? C'est que les clubs amateurs sont très structurés maintenant. Maintenant, ils arrivent à avoir des moyens pédagogiques, ils arrivent à avoir des moyens humains. Il y a des structures qui se mettent en place où tous les clubs amateurs maintenant ont des terrains synthétiques. Et puis on voit, nous, dans nos championnats, je vois en U15 R1,
il y a des clubs amateurs d'un très bon niveau autour de Lyon et qui se développent et puis qui sont capables de fournir les clubs professionnels après quand on les recrute. Donc les clubs amateurs deviennent de plus en plus professionnels. Ouais, bah, c'est vrai qu'on voit les terrains, c'est vrai que tu as vu, même les infrastructures, maintenant, ils ont mis les moyens. Après, c'est pas tous, attention, parce que c'est vrai que c'est sûrement les grandes villes qui ont peut-être, mais on voit beaucoup de clubs aussi provinciaux qui ont un peu du mal aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages, pour ça je le dis aussi, beaucoup de messages de clubs provinciaux qui disent voilà, on a beaucoup de mal. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir aussi des synthétiques ou des. Bon, ça, c'est un autre débat. Quel conseil tu donnerais à des jeunes éducateurs qui débutent dans le monde du foot amateur, qui arrivent dans ce monde-là? Des conseils. Moi, le conseil, ce qui est important pour moi, ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui soient très passionnés par la transmission, par le fait d'apprendre, en étant très curieux et puis très travailleurs. Parce que quand on a la responsabilité de jeunes, il faut travailler pour pouvoir les emmener là où on veut les emmener. Avoir un vrai projet avec eux, éducatif et également sportif. Voilà, c'est très vaste, mais j'espère que ça les parle. L'essentiel, c'est la passion en fait. Aujourd'hui, il faut être vraiment passionné par ce. Il faut que tu aies la flamme. C'est ça. Tu aies la flamme et puis que tu aies vraiment l'envie de les faire grandir, de les faire progresser tout au long d'une saison. Et comment s'est produite la transition du foot amateur, parce que tu es dans le foot amateur, vers un rôle d'éducateur dans un centre de formation, que tu es passé directement à l'OL ensuite? Alors oui, je suis rentré à l'OL, j'avais 16 ans et demi. Donc, 16 ans et demi. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, je participais éducateur sur les stages Haute-Ville. D'accord, ouais. L'OL faisait des stages pendant les vacances d'été. Et là, ça a bien matché avec les responsables du club qui m'ont proposé, il y avait une place qui se dégageait en débutant, de rentrer dans la structure. Voilà. Donc en 92, je rentre sur la génération, avec la génération 84, il me semble, sur les débutants. D'accord, ok. Donc tu rentres à l'OL en débutant dans l'association de l'OL. Tu rentres avec les débutants. À l'école de foot. À l'école de foot, voilà, c'est ça, d'accord. Et donc tu commences directement avec les débutants. Tu n'avais pas ouvert un truc aussi avec les gardiens Alors avant, quand j'étais une année avant, j'avais également une petite académie gardien de but. D'accord. J'avais été un peu, on va dire visionnaire, mais c'est prétentieux de ma part de dire ça. C'est que je pensais qu'il fallait très vite spécialiser un poste qui allait devenir un peu spécifique. Ouais. C'est vrai qu'après, dans le futur, il est devenu spécifique parce qu'il fallait jouer avec les pieds sur les passes en retrait. Tu n'avais plus le droit de jouer à la main. À notre époque, c'est vrai, on pouvait jouer à la main sur les passes en retrait. Donc l'enjeu, c'était que le gardien de but devait peut-être plus s'entraîner parce qu'il devait être bon avec les pieds, mais également bon avec les mains. C'est ça. Donc on avait créé sur Chassieux une structure, une académie, où on travaillait en salle de gymnastique, en piscine, sur le poste de gardien de but. Okay. Donc c'était une super expérience également de commencer de spécifier sur des postes un travail vraiment pointu et in fine un rôle d'un poste. Comment tu t'es senti quand tu es passé comme t'es rentré à Lyon, quoi, tu vois, en centre de dans un club professionnel, en école de foot? Comment tu t'es senti sur un sentier? C'était incroyable. C'est un rêve. C'est un rêve parce que Lyon, c'est le club de notre ville, c'est le club de notre région. On venait de monter en première division, donc il y avait vraiment quelque chose, une ferveur qui se dégageait. Je rêvais les yeux ouverts tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que tu ne dormais pas, tu étais pressé d'y aller Non, mais le truc, c'est quand tu mets les équipements. Tu reçois le pactage en début d'année, et puis après, tu enfiles tes équipements, chaque entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur très importante. Tu t'habilles en Noël et tu es imprégné. Donc, c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous. Tu fais partie de la famille de l'Olympique Lyonnais. Ouais, tu fais partie de la famille de l'Olympique Lyonnais. C'est incroyable. J'aimerais qu'on parle un peu de ton rôle, parce que tu es aujourd'hui éducateur U15 au centre de formation. C'est marrant, parce que tu étais école de foot, maintenant tu t'occupes de la formation des jeunes. J'aimerais un peu savoir, un peu connaître ton rôle. Vraiment, c'est quoi ton rôle en tant qu'éducateur U15 à l'OL aujourd'hui? Alors, j'ai une double casquette, c'est que je m'occupe du pôle U14 U15. D'accord, voilà. Donc on travaille vraiment en collaboration avec la génération du dessous. D'accord. Et je ne suis pas que sur les U15, j'ai un œil aussi sur les U14 et on travaille de pair tous ensemble. D'accord. Voilà. Et puis après, mon rôle d'éducateur, alors j'aime bien dire, j'entraîne au foot la semaine. En fait, à la fin de la semaine, on sélectionne, on est sélectionneur. Ouais. Le week-end, on coach, on est des coachs. Et il y a un suivi longitudinal, on est des éducateurs, on éduque des jeunes. Voilà. Ouais. On forme un footballeur et on éduque un jeune. Donc voilà, tu vois toutes les casquettes qu'on peut avoir quand on est, entre guillemets, entraîneur. C'est un bien grand mot, mais on est éducateur, sélectionneur, coach. Et puis voilà, ça regroupe tout ça à mon sens. C'est quoi si tu pouvais sortir un peu tes principales responsabilités quand même et tâches
associé à la formation de TU15? Alors mes tâches par rapport à mon staff ou plus par rapport à mes joueurs? À tes joueurs. Ben, moi j'ai envie de dire que on est vraiment très Sur la polarisé. formation, ouais. On est vraiment très polarisé sur le joueur la semaine. C'est le management du joueur. On va vraiment développer le joueur tout le long de la semaine dans nos entraînements. Et par contre, le week-end, on va se polariser sur l'équipe. On manage l'équipe. D'accord, ok. D'accord? Donc on a vraiment un suivi la semaine sur le joueur, développer le joueur. Et le week-end, c'est être focus sur l'équipe, faire gagner l'équipe. D'accord. Et j'aurais à en parler, est-ce que tu suis en tant que coach U15 quand même, est-ce que tu suis un plan de formation aujourd'hui? Est-ce que vous avez un plan de formation ou vous êtes libre? Alors bien sûr, on a une forme de liberté dans la conceptualisation de nos entraînements, mais il y a vraiment un plan de formation qui part aujourd'hui du recrutement. Le recrutement va nous amener un joueur et il y a une personne détachée à ça qui va s'occuper du plan de formation individuel, le parcours de formation de ce joueur. On l'a récupéré parce qu'il a des qualités. Il faut qu'on l'aide à continuer à avoir ses qualités et développer d'autres choses également à côté pour qu'il puisse, par le tronc commun de l'Olympique Lyonnais, devenir un vrai joueur OL. Donc il y a un vrai plan de formation qui est donné aux joueurs avec un modèle du joueur école des foot, modèle du joueur préformation et modèle du joueur formation. Donc c'est l'OL qui l'élabore, c'est ça? C'est le directeur de centre de formation qui Alors l'élabore? oui, il y a un nouveau directeur du centre depuis cette année à l'académie, Pierre Sage. Donc il développe et il norme ça de manière vraiment beaucoup plus structurée que par le passé. Et il y a vraiment une méthodologie qui va être suivie pour qu'on puisse suivre, je dirais, tous ensemble quelque chose un fil rouge vraiment à suivre. Parce que moi je parle de ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que dans les clubs amateurs, alors des fois il y a des débats, est-ce qu'on devra vraiment mettre un projet de formation en place dans les clubs amateurs? Là qui se pose la question, je ne sais pas ce que tu en penses, tu nous diras ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'un projet de formation, ça se travaille, ça se prépare, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il le met en place le directeur sportif et ensuite il vous l'inculque, c'est ça? Vous faites une réunion ou comment il vous l'inculque? Alors moi je pense qu'il faut parler de parcours de formation, c'est-à-dire que le joueur, on le récupère et on va essayer de développer donc peut-être ses manques, mais on va essayer surtout de garder les qualités pour lesquelles on l'a recruté. C'est surtout ça de suivre le parcours de formation. C'est le joueur qui nous intéresse parce que, in fine, c'est lui qui va sortir et qui va être après, qui va jouer dans le stade. Qui va jouer au stade. On peut constater, moi je voulais parler un peu du projet éducatif, un petit peu. On peut constater que dans nos clubs amateurs, ils sont souvent négligés. Est-ce que tu pourrais rappeler pourquoi c'est si important de ne pas oublier cet aspect? Parce que en fait, le pan footballistique, c'est qu'un pan de l'homme. Et pour moi, il n'y a pas de bon footballeur s'il n'y a pas un bon mec derrière. Ta base, tes valeurs, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir après décliner plein de choses sur le plan du football. Et ça, pour moi, c'est des invariants qui peuvent pas, ça ne peut pas bouger. On doit former l'homme avant de former le footballeur parce que tous ne seront pas footballeurs. Et on n'a pas le droit de privilégier qu'une seule voie. On doit l'ouvrir sur plein de choses au niveau de la culture, au niveau de l'école, surtout de le laisser également dans ce projet scolaire. Et là-dessus, on doit être très vigilant pour que tous n'aillent pas que dans la voie footballistique, mais qu'on les ouvre à plein de choses. Dans le modèle de jeu, voilà, il y a des principes, voilà, il y a des sous-principes, tout ça. Comment vous définissez un peu vos principes de jeu? Ça, c'est important. Comment vous les définissez? C'est pareil, c'est par rapport au directeur du centre de formation qui vous dit comment on travaille ces principes-là? Oui, il y a une cellule méthodologique pendant le Covid qui s'était mis en place et qui a décliné les principes forts de l'Olympique Lyonnais. D'abord, pour décliner les principes de jeu, il faut savoir qui on est. Donc notre ADN Noël, il est fait autour de l'intensité, autour de l'engagement, autour de l'attaque, autour de toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, on sait qui on est. Donc les principes de jeu se déclinent par rapport à ce qu'on est nous. Et il faut essayer de se comprendre pour mieux travailler après ces principes de jeu. Voilà, en fait, vous définissez un modèle de jeu pour de l'Olympique Lyonnais qui a des principes de jeu, des sous-principes, tout ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et tu peux rappeler quand même, je te regarde, c'est quoi un modèle de jeu? Alors un modèle de jeu, c'est tu fermes tes yeux et tu imagines comment ton équipe elle joue. Et c'est ça. Il y a le côté fonctionnel et le côté opérationnel. Le côté fonctionnel, c'est ton système. Tu vas jouer en 4-4-2, en 4-3-3. Moi, j'aime bien le 4-3-3 parce qu'il y a des triangles, il y a beaucoup de géométrie qui permettent d'opérationnaliser ça après. Donc, on passe du statique au dynamique. Le modèle de jeu, il peut être aussi décliné par rapport au groupe que tu as. Si tu as 10 attaquants pour 4 défenseurs, tu as pu jouer en 3-4-4, je ne sais pas. Enfin, il y a ton groupe et puis ça dépend également dans un club professionnel de ton entraîneur principal. C'est lui aussi qui va décliner ça à la formation. D'accord, vous avez un modèle de jeu bien précis. Alors moi c'est une question que je te pose. Moi, je suis pour qu'on inculque à des jeunes qu'on part sur 2 ou voire 3 même modèles de jeu différents dans la formation des gamins. Est-ce que vous en avez qu'une ou vous êtes un peu dans cette même philosophie ou pas?
Alors, Ou est-ce que tu penses que j'ai raison de penser il n'y a personne qui a raison, tout s'entend et tout s'écoute. Donc pour moi, nous on a un modèle de jeu à l'OL, notre modèle de jeu. Après, à l'intérieur de ce modèle de jeu, on nuance avec les couleurs D'accord. du coach parce que c'est ton émotion football qui va faire aussi que tu vas jouer dans un système plus particulier qu'un autre. Donc nos principes de jeu, aller attaquer l'attaque adverse, avancer, ça c'est un invariant chez nous. Que tu joues en 4-3-3, que tu joues en 3-5-2, ça sera toujours décliné chez nous. D'accord. D'accord? Mais c'est après, dans les systèmes de jeu, c'est d'avoir des systèmes recours. Si dans un 4-3-3, à un moment donné, je sais pas, tu es en train d'être mené, peut-être que tu vas passer à 2 attaquants. Pas être fermé. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, plus on est large, pour moi, après, c'est vrai que bon, après, c'est quand même peu de temps aussi, une formation, je crois que c'est long, mais ça va vite aussi les périodes de formation pour un jeune. Et c'est vrai que on voit généralement des fois qu'un modèle de jeu bien précis, on reste dessus. Et c'est vrai que des fois, bah, quand on regarde un peu la formation d'un gamin, il va pas avoir le même coach. Des fois, il peut peut-être aller dans un autre club, après par la suite. Donc c'est bien un peu de lui inculquer des choses différentes. La variabilité des modèles de jeu C'est ça. va être notamment d'un club à un autre. Moi, je pense qu'un modèle de jeu correspond à un club surtout. Ouais, c'est vrai, exactement, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux m'énumérer un peu les principes de jeu essentiels quand même? Essentiels que tu enseignes au sein de ta catégorie? À peu près sur chaque phase, si tu veux, sur la phase offensive, sur la phase défensive. Quelques-unes un peu que tu Alors, enseignes et que tu aimes bien. Alors, notre modèle de jeu, j'ai envie de dire, sur les principes de l'animation offensive, ça va être du jeu en connexion, du jeu combiné chez nous à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que j'aime te donner le ballon et après la demander. On a une culture de la passe, du beau contrôle qui fait qu'à un moment donné, on va jouer ensemble et on va être heureux de marquer des buts ensemble. C'est ça à l'OL. C'est qu'on va féliciter le buteur, mais on va féliciter le passeur également. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être très théorique, mais la connexion des joueurs sur le point de vue offensif. Sur le point de vue défensif, je dirais être protagoniste. Dire que défendre, c'est pas simplement reculer, flotter, c'est agresser l'attaque adverse, c'est avancer. Après, il y aura des indicateurs perceptifs qui vont dire à quel moment tu vas avancer, tu vas rater ton contrôle, ah, je vais agresser fort. Et on va être toujours tous à pousser vers l'avant pour aller récupérer un ballon. Et puis la troisième chose, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le foot de haut niveau, qui vont vivre après chez les pros, c'est les transitions. Ouais. Aller très vite et se projeter à la récup, punir ou sécuriser. Et également dans la transition off-def, c'est le goût de l'effort. Un principe chez moi, c'est que toi tu perds le ballon, tu dois montrer à tes autres coéquipiers que tu ne vas pas être, j'aime pas dire ça, mais feignant, et que tu ne vas pas laisser tomber tes autres coéquipiers. C'est-à-dire que tu vas perdre le ballon, tu vas vouloir le récupérer. Tu es modélisant et l'erreur, c'est pas grave. Le jeu vaut erreur. Tu perds le ballon, mais par contre, tu lâches pas. Et après, tes coéquipiers viennent t'aider, tes coéquipiers recréent des lignes de force et on attaque l'attaque adverse. Les coups de pied arrêtés, tu les mets un peu dans les phases de jeu ou tu les mettrais, non, pardon, tu les mets souvent c'est une phase pour toi ou c'est tu les inculques un peu, tu les mets dans les phases offensives et même défensives? Alors ça, c'est une super question parce que pour moi, le coup de pied arrêté, c'est les débuts de l'acquisition du jeu de position. C'est créé avec un coup de pied arrêté, une supériorité numérique à un moment donné. C'est-à-dire que nous, nos corners, on va souvent les faire à 2 contre 1. S'ils viennent à 2 contre 2, on va essayer de les faire à 3 contre 2. C'est-à-dire que le statique du coup de pied arrêté va emmener la dynamique du jeu de position après, quand il va être joué. Donc le coup de pied arrêté, c'est 80% du début d'un but. Un coup franc, une remise en jeu sur une touche, un corner. Donc c'est quelque chose de très très important et qu'il ne faut pas négliger. Et souvent on se disait, ouais, tu perds ton temps à faire des coups de pied arrêtés. Non, on ne perd jamais de temps. Parce que je pense qu'on crée également, on émule chez nos jeunes la créativité pour les faire combiner ensemble. Et donc tu vois, ça va être également dans le jeu combiné de nos attaques et de nos offensives. Bien sûr. Comment mènes-tu les joueurs à la réussite et surtout à la compréhension de tes principes de jeu? Alors pour moi, il faut les faire adhérer. C'est-à-dire qu'à l'OL, on a une grande chance, c'est qu'on a des outils pour que nos joueurs deviennent des experts de notre modèle de jeu. Je m'explique, c'est qu'on va travailler beaucoup avec l'analyse vidéo. Donc moi, dans mon staff, j'ai un analyse vidéo et qui va après travailler en individuel avec chaque joueur. Donc il va avoir des retours avec lui et mon entraîneur adjoint sur ce qu'il a fait en match. Et on a également des retours collectifs. Donc en fait, on essaye de les faire participer à ce qu'on crée ensemble dans le modèle de jeu. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous partager un peu une semaine type
Une semaine type au centre de formation pour tes joueurs avec toi U15. Une semaine type à peu près. Une semaine type, ça va être… alors, j'ai pas envie de parler de semaine type parce que chaque jour se ressemble un petit peu. Ouais. Il y aura des dominantes en fonction du moment de la séance, si on est à J+1, J-1. Ouais. Donc, j'ai envie surtout de te parler d'une journée type. Ouais. C'est-à-dire que nos joueurs, ils ont comme une vie qui est super trépidante. Ils vont à l'école le matin, ils vont au foot l'après-midi et après, à l'intérieur de la séance, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ils s'entraînent 5 fois par semaine. Eh ben, on va avoir des dominantes, des temps forts, des temps faibles d'apprentissage pour qu'on puisse bien normer les charges de travail en fonction de leur, je dirais, comment ils sont disponibles au niveau cognitif et au niveau athlétique. Ouais, d'accord. Alors, j'ai envie de m'attarder sur le cognitif. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi? Pour moi, le cognitif, c'est lié à la façon de répondre à une problématique de jeu. Le cognitif, c'est comment tu vas t'adapter, notamment dans le schéma tactique, entre toi et le ballon, en fonction de l'opposition et avec tes partenaires autour. D'accord, ok. Quel aspect est le plus important pour un joueur U15? C'est les aspects de la performance du footballeur. Pour moi, c'est quelque chose de très holistique, ça veut dire qui est global entre le mental, parce que pour moi, c'est la base de tout, technique, physique et tactique. Mais pour moi, le mental, c'est la flamme qui va faire que ça va éveiller les autres facteurs de la performance. D'accord. Voilà. Ton engagement, ton endurance dans la motivation, ta capacité à être concentré, c'est toutes ces choses-là qui va faire qu'à un moment donné, tu vas développer le technique, le tactique et le physique. D'accord. Comment favorises-tu le développement de la cohésion d'équipe? C'est important pour avoir une bonne cohésion et l'esprit collectif, parce que maintenant on voit beaucoup de joueurs qui sont un peu plus l'esprit un peu sur l'individualité, sur eux-mêmes. Comment tu développes ça? Alors on développe le projet collectif. À l'OL, on a la chance, on a une cellule optimisation de la performance, des habiletés mentales. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des préparateurs mentaux qui viennent nous aider et puis qui viennent créer de la cohésion. C'est la cohésion qui va amener l'équipe à être performante ensemble. C'est-à-dire que tous les joueurs, même s'ils sont dans un projet individuel, ils vont performer pour un projet collectif. Le projet collectif, comment tu le mets en place? On fait beaucoup de stages. À l'OL, on a la chance d'avoir les moyens. On part en stage l'été, on part en stage l'hiver. On va faire des activités transversales où on va travailler à deux sur run and bike l'été, sur du biathlon l'hiver. Donc tout ce qui va être amené à travailler avec ton collègue par deux, par trois, ça va être génial pour créer la cohésion après de l'équipe. Le projet collectif, c'est quelque chose qui se génère tous les jours de la semaine, dans le vestiaire, en dehors du terrain notamment, et on est bien aidé à l'OL par toutes les cellules qui peuvent amener leur père à l'édifice pour à un moment donné aider le football à l'extérieur également. Quelles sont les spécificités du suivi individuel que tu mets en place avec tes joueurs U15? Est-ce que tu mets des suivis, un peu, est-ce que tu organises des réunions avec eux? Comment tu travailles sur l'individualité un peu avec les joueurs? Alors il y a vraiment un parcours de performance individuelle qui est fait à l'OL, à la fois avec les coachs sur le terrain. On va faire des spécifiques, on va travailler sur des warm-up où ils vont pouvoir développer le côté athlétique, le côté moteur. Alors, tu as dit les warm-up? Alors, warm-up, en début de séance, en fait, le joueur, il arrive et avant de faire l'échauffement, il va avoir un programme avec notre préparateur athlétique où il va développer des carences. C'est-à-dire qu'il a un problème moteur, il a un problème d'accélération, de démarrage. Et le préparateur athlétique va lui donner des billes pour qu'il puisse travailler là-dessus avant la séance. D'accord, ok. Voilà, il y a fixation d'objectifs, se fixer des objectifs. Je sais pas, on va faire un 11 contre 11. Avant le 11 contre 11, on va demander aux joueurs, aujourd'hui, donne-toi d'objectifs sur le plan offensif. Voilà, il va falloir que je fasse des passes décisives, il va falloir que je fasse des courses vers l'avant, il va falloir que je joue en une touche de balle. Se fixer des objectifs. Ça va être également avec l'analyse vidéo, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc en fait, on est toujours à solliciter le joueur pour qu'il soit acteur de son projet. Il faut vraiment qu'il soit acteur de sa formation pour qu'il puisse être, pas se laisser vivre, mais il faut qu'il soit entraînant envers lui-même. Et tu fais des entretiens individuels avec eux aussi, hein? Oui. Et c'est combien de fois dans l'année tu le mets en place, ça? Alors c'est pas normé, mais c'est à un moment donné, quand le joueur est en difficulté, il va falloir qu'on le relève et qu'on le pousse. Mais quand le joueur est également en performance, c'est-à-dire qu'il est en état de flow, il faut qu'il puisse savoir, le joueur, comment recréer ça quand à un moment donné, dans la saison, ça va être un peu moins bien. Voilà. Donc, les moments d'individuel qu'on va générer avec eux, il n'y a pas de vérité. Il peut être à un moment donné en dessous ou au-dessus de ses performances. D'accord. De combien de personnes est composé ton staff? Tu as combien de personnes dans ton staff?
Alors j'ai un staff proche qui m'aide avec un entraîneur adjoint, Martin Fabre, Ah, d'accord, ok. un dirigeant, Patrick Potier, D'accord. qui s'occupe de la logistique, un analyse vidéo, Joseph Girin, Ouais. qui s'occupe de toutes les analyses vidéo individuelles, collectives et également de la data, et un préparateur athlétique, Thomas Véraud, qui s'occupe lui de toute la charge de travail à faire, Attends, un à gros voir, staff. à atteindre. Voilà. Un gros staff. J'ai un gros staff. Après, il y a un staff à côté avec les préparateurs mentaux, avec l'entraîneur de gardien de but, avec mon responsable de la préformation, avec les U14 également. Donc, il y a vraiment mon staff proche et puis il y a vraiment un staff également en deuxième rayon qui intervient en périphérie. J'oublie pas les cuisiniers, j'oublie pas tout ce qui est Oui, administratif. les maillots, tout ça. Voilà, ils font vraiment un travail formidable et sans lesquels on ne peut pas bosser, quoi. Donc en fait, tu as besoin vraiment de tout ton staff, tout est important pour vraiment l'évolution de tes joueurs. C'est plus tu as un staff étoffé, mieux c'est aussi pour l'évolution de tes joueurs En aujourd'hui. fait, il y a des compétences. Il faut se servir des compétences pour que chacun fasse vivre les joueurs du mieux possible et les emmène à être meilleurs chaque jour. Comment tu gères les aspects émotionnels et mentaux de tes joueurs en U15? Parce que c'est vrai qu'ils arrivent en U15 à l'Olympique Lyonnais, ils ont des rêves, ils ont plein de choses, ils ont des ambitions. Aujourd'hui, comment tu gères ça? Alors pour moi, il faut recréer l'écosystème du match. C'est-à-dire que l'environnement mental, il faut déjà le créer dans le match. Il faut créer les frustrations, il faut créer la concentration. Tout doit se rapporter pour moi au match. Ça c'est la première des choses. Et après, hors terrain, il faut créer l'humilité parce qu'on doit être humble quand on est un joueur de haut niveau. Il faut créer l'autonomie, il faut créer la responsabilité. Donc il y a un travail qui est très puissant à faire sur l'aspect mental. Et c'est tout le staff et tout le club autour qui va être en capacité de nous aider. Moi, je voudrais qu'on revienne. Est-ce que tu as eu des défis particuliers? Alors, je sais que tu en as eu un il n'y a pas longtemps, avec une situation de racisme que tu as vécu. Alors, tu vas me réexpliquer un peu le contexte, mais quelque chose qui t'est particulier, que tu as rencontré en tant qu'éducateur. Est-ce que c'est celui-là qui t'a marqué ou Celui-là, il a été marquant parce qu'en fait, on croit que ça arrive qu'aux autres. c'est ça? Et ça t'arrive. Donc, effectivement. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte est sur un tournoi, on joue contre une équipe. Et puis, un joueur subit du racisme par des gestes et par de la parole. Donc, c'est des autres joueurs parce que lui, le joueur était sorti du match, il pleurait. C'est les autres joueurs qui nous interpellent. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, il n'y a pas qu'est-ce qu'on fait. On va agir. Donc, il s'avère que sur ce match-là, on était mené 2-0. Mais ce n'est pas le problème. C'est facile de dire, on arrête le match. Donc, moi, j'ai sollicité l'arbitre. J'ai dit, non, on n'arrête pas le match. On siffle la fin du match. C'est-à-dire que je veux qu'on perde le match parce qu'on est en train de perdre. Par contre, je n'accepte pas le racisme. Donc, avant le quart d'heure de la fin qui reste à jouer, on s'est arrêté de jouer, effectivement. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, des levées de bouclier, pas simplement pour dire mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Non, il faut agir pour que ça ne se produise pas. Le football, c'est beau et notamment chez les jeunes, ça ne doit pas arriver. Et il faut qu'on prenne en main les choses et puis qu'on se décide de faire quelque chose de fort pour que ça n'arrive plus. Ça ne doit pas arriver dans le football et ça ne doit pas arriver dans la société. Mais comment tu as géré ça avec ton joueur après par la suite? Alors, comment il s'est senti lui par la suite? C'est vrai que c'est compliqué un peu à gérer aussi. On a eu la chance, moi j'ai un staff formidable. J'avais le directeur adjoint de l'académie qui était avec moi et puis j'avais surtout ma préparatrice mentale. Donc à la fin de la journée, on s'est dit voilà ce qui est arrivé. Tout le monde a pu s'exprimer d'abord, s'exprimer à l'oral ou s'exprimer à l'écrit. Les joueurs, tes joueurs? Oui, le staff s'est exprimé également parce que moi je me suis excusé de peut-être de ne pas avoir réagi tout de suite parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui arrive en fait? Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse si ça nous arrive de nouveau? Et maintenant, on sait comment on doit agir pour le futur. Pour le futur, stop au racisme. Ça ne doit pas être simplement quelque chose qui est écrit sur une feuille ou sur une pancarte d'un stade. Stop au racisme, c'est d'agir contre le racisme. Et maintenant, on sait que ça nous arrive. On laisse le match. Ce n'est pas le problème de gagner ou de perdre. On laisse le match et on se retire. Maintenant, en fait, on sait ce qu'on a à faire. Ça nous est arrivé. Donc, on sait comment on doit agir par rapport à ça. Après, je sais que tu n'as pas voulu dire. Moi, je connais le nom du club. C'est vrai que tu n'as pas voulu. J'ai remarqué que tu n'as pas voulu signaler le nom du club. Non, parce que en fait, le club, pour moi, je pense que c'est un individu et je ne veux pas généraliser. Et c'est pour ça que je me garde d'émettre un jugement de valeur par rapport au club. Je veux simplement dire, ben voilà, il s'est passé ça. Il y a un con, il y a quelqu'un qui comprend rien à la vie et voilà, basta. J'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. Alors, quelles sont les évolutions ou tendances que tu observes dans le domaine de la formation des joueurs U15?
Comment ajustes-tu ton approche en conséquence? Moi, je sais pas si tu as compris, quelles sont les Ouais. évolutions tendances, voilà. Alors pour moi, je pense que ce qui a le plus évolué, c'est l'environnement. D'accord. L'environnement, c'est parfois la pression des parents, la pression de la Ah ouais. réussite. Pour toi, c'est les parents qui mettent cette pression-là de réussite? Peut-être sur l'enfant directement, et puis des fois un peu également sur le staff. Après, il y a l'agent aussi. Il y a beaucoup d'agents. Il y a le rapport à l'argent, le rapport au contrat, à un équipementier. Donc c'est vrai que c'est l'environnement du foot qui a changé. Et il faut l'accepter et il faut le prendre en considération. Les préparateurs physiques à côté, mais voilà, il faut se dire que ça existe et maintenant il ne faut pas le squeezer. Et on doit travailler en collaboration que pour une seule personne, c'est le joueur en fait. Bah oui, C'est la réussite du joueur. c'est vrai. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, c'est pas le souci. L'essentiel, c'est qu'il y ait du monde qui soit bien pour le petit. Comment tu évalues un peu le succès de ton travail en tant qu'éducateur? Mes joueurs, c'est le joueur qui va réussir dans la vie. Pas qui va réussir dans le foot, mais qui va réussir dans la vie. Le joueur qui va jouer ici, au grand stade, qui va jouer en professionnel dans un autre stade, dans un autre club. Et puis le joueur qui va réussir dans sa vie, qui est épanoui, qui est heureux. Parce que le centre de formation, ça a été une école de la vie. C'est quelque chose qui leur a aidé à devenir meilleur, qui lui aura structuré sa vie, qui leur a aidé à devenir la meilleure version de lui-même. Oui, c'est vrai. Sur le plan scolaire, comment vous établissez votre suivi scolaire avec les gamins? Euh, on a la chance d'avoir une cellule à l'intérieur du club scolaire qui suit les joueurs à l'intérieur du club parce qu'on a un ETP, une école technique privée à l'intérieur de notre structure. Mais on a également d'autres joueurs qui sont scolarisés au collège notamment, avec un responsable de la scolarité au collège, Thomas, qui nous aide tous les jours à remonter ce qui a pu se passer dans la vie de tous les jours, à remonter également les notes, parce que les notes, c'est pas d'avoir les meilleures notes possibles. L'essentiel, c'est de faire du mieux possible, avec les moyens que tu as. C'est ça l'essentiel. C'est d'arriver à être un bon mec, mais également à donner le meilleur de toi-même sur le scolaire. Parce que le scolaire, tu sais pas ce qui peut arriver dans le foot, et le scolaire, ça sera quelque chose d'important à donner aux joueurs. Donc c'est vrai qu'on est derrière eux pour que, ils véhiculent les belles valeurs, d'abord par rapport à eux-mêmes et après par rapport au club. Et puis deux, qu'ils puissent aller le plus loin possible avec la meilleure orientation que pourrait avoir le joueur. Comment tu entretiens cette relation avec lui? C'est que vous vous voyez chaque semaine ou il te fait un rapport ou il te... On se voit tous les jours. Tous les jours, vous voyez? Tous les jours, on voit notre responsable de la scolarité au collège qui nous fait... voilà, si c'est rien passé, c'est bien de le dire également aux joueurs, parce que c'est entre guillemets c'est la norme d'abord, mais c'est également bien de savoir que tout se passe bien. Quel conseil tu donnerais aux éducateurs qui aspirent à travailler dans un centre de formation comme toi? C'est une question vaste aussi. Avant d'arriver dans un centre de formation, je pense qu'il faut être passé par un club amateur pour moi, pour bien connaître ce que c'est la base et travailler, parce que quand tu t'es fait un peu à des moyens difficiles, parce que tout n'est pas facile dans un club amateur. Tu peux aspirer après d'aller dans un centre de formation, mais c'est de se dire, tu veux y rentrer, donne-toi les moyens. Tout est possible. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Va chercher ce que tu vas aller chercher. Et c'est possible en plus aujourd'hui. Tout est possible, bien sûr. Il faut croire en ses rêves. Mais par contre, il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver. Voilà, faut travailler dur, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Passer les diplômes, être curieux, s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à côté, regarder du foot, et puis tout est possible. On va passer aux questions un peu diverses. J'ai plusieurs questions que nos auditeurs m'ont envoyées sur les réseaux sociaux. Et il y en a plusieurs, donc un peu différentes. La première, c'est pour toi, il nous demande, alors c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'un bon éducateur? Ça revient tout le temps. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon éducateur aujourd'hui? Alors pour moi, un éducateur, c'est quelqu'un qui a qu'une ambition, c'est son joueur. L'ambition, c'est de faire réussir son joueur, réussir à le faire devenir être un bon mec et réussir à le former comme un bon footballeur. Pour moi, être un bon éducateur, alors c'est quelque chose qui ne se mesure pas, il n'y a pas une jauge, mais ton critère, c'est l'épanouissement de ton joueur. C'est ça, être un bon éducateur, c'est tout donner pour son joueur et rien attendre. Parce que des fois, ces générations-là, les nouvelles générations, c'est difficile à attendre quelque chose et il ne faut rien attendre. Par contre, c'est de se dire, j'ai tout donné pour lui. C'est vrai. Il y a un joueur qui te pose, quels sont les critères pour intégrer un centre de formation? Alors c'est aussi un peu vaste, mais pour toi, quels sont les critères, les principaux critères? Les critères, alors moi je ne suis pas un spécialiste du recrutement parce qu'il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus compétents. Le recruteur, il a un œil sur un individu. Moi, quand je regarde le match, je regarde un collectif. Donc c'est vrai que je ne serais peut-être pas un bon recruteur. Enfin bref. Les critères, c'est de se donner les moyens pour moi
d'arriver à ce que tu veux être plus tard. C'est-à-dire, c'est commencer avec une step dans un club amateur, et puis monter les échelons avec un niveau d'entraînement et un niveau de pratique qui puisse te permettre d'être vu après par un recruteur. Tout est possible, mais donne-toi les moyens. Voilà. Et puis, je pense que pour moi, le critère d'un joueur, si j'avais à émettre quelque chose, alors c'est vrai que nous, le football lyonnais, c'est son toucher de balle, c'est une technicité au service de l'équipe, mais des fois, c'est des attitudes sans ballon. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le ballon? Parce qu'au final, quand tu as le ballon, c'est 3 minutes dans un match, mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le ballon? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu as du goût à l'effort? Est-ce que tu engueules les autres? Est-ce que tu joues pour les autres sans ballon, en libérant des espaces? C'est ça pour moi aussi le critère, c'est de le voir jouer sans ballon. Pour toi, c'est quoi une bonne séance d'entraînement? Une bonne séance, comment tu peux juger une bonne séance? C'est là, on regarde une séance et on dit, ah, elle est pas mal. C'est le dynamisme et l'intensité qu'il y a à l'intérieur. Le dynamisme du staff, parce que c'est nous qui générons des attitudes. C'est-à-dire on crée un contexte qui doit se rapprocher du match pour moi. Et tu organises pédagogiquement avec des rotations, tout ça. Mais après, c'est l'enthousiasme que vont te donner tes joueurs. Est-ce qu'il y a un bon enthousiasme, tout ça? C'est-à-dire que tu me dis, ouais, est-ce que c'est un bon entraînement? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça court? Est-ce qu'il y a des joueurs à l'arrêt? C'est ça pour moi le critère d'une bonne séance. Alors toi tu dis que c'est les éducateurs, alors peut-être que là tu vas m'apprendre quelque chose. Moi je disais limite toujours c'est l'inverse. Alors moi je suis là aussi c'est vrai pour mettre un dynamisme, mais pour moi c'est plus aux joueurs quand même de mettre cette dynamisme là à l'entraînement. Alors c'est vrai qu'il faut leur inculquer, mais qu'ils doivent me le montrer directement parce qu'en fait sinon c'est comme si je les guidais et si en match ils vont attendre que je les guide en fait, tu vois. Alors moi moi je pense, tu as certainement... Je dis pas que j'ai raison. Mais... Ouais, mais moi j'accepte ça. Mais je pense que tu crées un contexte. D'accord. Les joueurs, ils vont venir dans ce contexte et puis le jeu va être professeur. Il va t'amener à faire des erreurs, à corriger ce que tu as fait. Ouais. Mais toi, en tant que coach, tu es un dopant, tu es un dynamiteur d'enthousiasme. Et tu vas être là pour les galvaniser, pour pousser à un moment donné quand ça ne va pas. À un moment donné, tu vois que c'est trop grand, ça ne court pas, il tire la langue. Bah, tu vas réduire l'espace, tu vas être tu vas contextualiser quelque chose pour les amener à être performants dans ce contexte-là. Non mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que pour toi, tu as vu une évolution? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les infrastructures, ils ont évolué. Est-ce que pour toi, l'évolution des infrastructures ont fait que aussi les joueurs ont plus évolué? Ou on peut voir aussi que des fois, même avec des infrastructures un peu plus médiocres, on pouvait aussi faire évoluer des choses que maintenant on ne peut plus faire évoluer? Je dirais que les joueurs, maintenant, ils sont un peu dans un confort. Il n'y a que des synthétiques. Et quand tu parles de structure, moi, j'ai envie de parler d'infrastructure. Avant, une époque, on jouait sur du gore. L'hiver, c'était du béton. Quand il pleuvait, c'était une mare au canard. Mais on jouait parce qu'on aimait jouer. Et maintenant, c'est vrai qu'on a développé un peu des joueurs dans un confort où le ballon, il roule parfaitement. Et le contrôle, il doit être parfait. C'est-à-dire l'exigence que tu vas donner par rapport aux joueurs, comme on leur donne une infrastructure de haute qualité, tu dois avoir un répondant de haute qualité pour moi. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, on voit tellement les terrains que c'est des galettes à l'époque. Tu voyais, ça rebondissait partout. Et c'est vrai que ça pouvait peut-être faire évoluer aussi les joueurs techniquement. Parce qu'il y avait tellement, on devait anticiper peut-être avant. Il y avait l'incertitude sur un contrôle. Il y avait l'incertitude, c'est-à-dire que tu devais peut-être toucher un peu plus de fois la balle sur un geste. Peut-être qu'avant, le fait que c'était un peu plus médiocre l'infrastructure, ça permettait peut-être plus développer techniquement certains joueurs. Bien sûr. On entendait Cruyff même qui faisait jouer des joueurs sur des parkings, parce que comme ça, ils apprenaient à pas tomber. Aujourd'hui, on voit des petits se laissent carrément tomber sur des. C'est des la pelouse est belle, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que ça joue. Il y en a qui disent que ça fait évoluer, peut-être sur certains aspects, peut-être que d'autres, ça fait un peu. Je ne sais pas après. On prend souvent Lyon comme une référence dans la formation. Il y en a beaucoup qui le pensent. Est-ce que pour toi, c'est justifié? Complètement. Complètement, parce que quand on voit le nombre de joueurs qu'on arrive à sortir ici en équipe première, le nombre de joueurs qui exportent le Made in OL après dans le championnat de France ou à l'étranger, pour moi c'est extraordinaire. Nous les formateurs, on plante une petite graine qui doit après pousser et s'épanouir ici, c'est la priorité. Mais s'ils arrivent à trouver et vivre du football ailleurs, et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire aussi, c'est une victoire pour nous les formateurs. Alors on en avait déjà parlé, je me rappelle, mais ça on pourrait rester des heures. Et pour toi, c'est quoi l'avenir de la formation pour toi? Sur quel aspect tu vois l'avenir? La formation pour toi, c'est comment elle peut évoluer? Moi, je pense que le principal, je dirais, aspect qui va se développer, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, d'abord nous les coachs, coach, éducateur, entraîneur, enfin, on prendra le terme un petit peu dans sa globalité. On est des managers, on est des RH. On gère plein de projets individuels qu'on doit ramener sur un projet collectif. L'aspect mental, pour moi, c'est quelque chose qui sera très très important.
dans le futur. On va être des coachs où on va devoir gérer des égos, des frustrations, côté émotionnel. C'est pour ça On que le fait déjà encore aujourd'hui un petit peu, on le fait déjà un peu déjà. oui, oui, Même toi, tu dois le faire. mais bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, tous les éducateurs ont une formation à la technique et à la tactique. On est aidé par des préparateurs athlétiques, on est aidé par le mental, mais je pense que le mental, ça sera vraiment le gros projet qui est encore. Il y a un champ de découverte qui est encore immense à mon sens. Et il y en a un qui me demande comment les joueurs que tu as eus, qui sont connus, qui sont passés dans tes mains. Les joueurs connus que de l'OL. On va te demander les plus connus, parce que tu as eu Benzema, tu as eu Ben Arfa, tu as eu Lacazette. J'ai eu beaucoup de chance d'être au bon moment, au bon endroit. Je suis dans un très grand club, dans une institution. Et c'est vrai qu'avoir pu être l'entraîneur de Karim, Nabil Fekir, Alex Lacazette, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, Maxime Gounam, enfin je ne peux pas tous les citer, mais Anthony Martial, enfin, et à ceux qui ont moins réussi, Sébastien Flochon qui joue à Boulogne, pardon, pas Boulogne, Boulogne. Ouais. Enfin, je pense à lui parce que moi j'ai reçu un coup de téléphone de lui ce matin, mais ouais. Tu vois, c'est extraordinaire. J'ai une vie mais extraordinaire. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Quels sont est-ce que tu as une anecdote un peu sur un des joueurs Est-ce que tu as une anecdote avec ces joueurs-là? Ouais, moi j'ai une anecdote que je rappelle souvent au sujet d'Alex Lacazette, parce qu'Alex Lacazette, c'était une petite cylindrée quand il avait 13 ans, mais c'est quelqu'un qui pétillait quand tu lui parlais. C'était quelqu'un qui était avide d'apprendre et travailleur, passionné et travailleur. Un joueur pour moi modélisant. Et c'est vrai que petit volume, donc il avait du mal à tenir les matchs. C'était la première année où il jouait à 11, donc je le mettais souvent remplaçant. Mais il rentrait et il marquait souvent. Et un jour, il me dit, coach, je suis remplaçant, mais je marque. Et il me faisait un appel du pied pour le mettre titulaire, comme il marquait souvent. Donc, je le mets titulaire le match d'après pour lui faire comprendre que le match d'après, il ne marque pas. Et tu vois, c'est un joueur qui a compris qu'il n'était pas prêt à l'instant T, mais avec la passion et le travail, avec l'écoute qu'il avait, avec son côté altruiste, parce qu'il aimait le club, il est lyonnais, il aimait jouer avec les autres, et ben il allait y arriver. Et maintenant, tu vois jouer ce joueur-là, c'est un joueur d'effort. C'est le premier défenseur de l'équipe, c'est un joueur qui aime combiner avec les autres. Et pour moi, c'est une réussite extraordinaire. Vous en rappelez, des fois tu le revois maintenant, parce qu'il est revenu à Lyon. Vous le revoyez, et vous en parlez de ça un peu ou pas des fois? On en parle avec beaucoup de bienveillance, parce que souvent, à l'instant T, tu es le meilleur entraîneur quand tu fais jouer tes joueurs. Ouais. Avec tes remplaçants ou ceux que tu ne convoques pas, tu sais que tu n'es pas le meilleur entraîneur. Tu sais qu'il y a un côté... pas haine, mais côté tension, voilà. Ouais. Mais quand on se revoit avec Alex Lacazette, il sait que ce qu'on a fait, on l'a fait pour son bien, et que c'est quelque chose qui allait, je dirais, lui servir pour le futur. Voilà. Et tous ces joueurs-là qui ont réussi, ils ont été patients, ce qui sont peut-être un peu moins ces nouvelles générations maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des parents dans tes fonctions à l'OL? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des soucis avec des parents? Non, on n'a pas de problème parce que le club est très vigilant par rapport à ça. On a entre guillemets un paratonnerre avec nos responsables de l'après-faux, avec les directeurs du centre, et ils prennent bien les mains en choses quand on voit que ça s'envenime. Donc il n'y a pas de problématique avec les parents. L'essentiel, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'à un moment donné, peut-être il n'est pas prêt, il ne peut pas jouer parce qu'il va lui manquer quelque chose, mais c'est d'être patient avec lui. L'impatience, c'est quand il n'est pas pris dans l'équipe. Et c'est ça qui peut créer des distensions et des problèmes avec les parents. C'est juste ça. Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, les parents, parce qu'ils ont un peu dans leur tête maintenant le projet Mbappé et tout ça, est-ce que pour toi, ce n'est pas un frein pour le développement de leur enfant? Est-ce qu'ils sont un frein aujourd'hui? Je ne pense pas qu'ils soient un frein. Je pense qu'il faut qu'ils collaborent au projet. C'est-à-dire qu'il faut leur présenter le projet. Ils sont avec nous et ils sont également les garants de la réussite. C'est-à-dire que le parent, il ne doit pas excuser. Et moi, il y a 20 ans en arrière, le parent était distant et courtois. C'est-à-dire qu'on ne le mêlait pas trop à ce qui se passait à l'intérieur de nos séances, à ce qui se passait dans la vie footballistique de leur fils. Maintenant, on les informe. Sur mon téléphone, ils peuvent m'appeler, on en discute, tout ça. Par contre, quand on commence à parler, temps de jeu, tout ça, alors on dit stop, là, il faut être deux. On n'est pas seul, on prend le temps de se voir, et voilà. Mais le téléphone n'est pas coupé parce qu'on se substitue aux parents quand ils ne sont pas là. Moi, mon postulat de départ, c'est que j'aime mes joueurs et que je dois tout leur donner pendant le temps du football. Et ils peuvent compter sur moi. C'est ça qui est important pour nous les éducateurs, je pense. On avait un débat, c'est vrai, dans une émission qu'on a faite. C'est est-ce que pour toi, les parents peuvent donner leur avis ou pas?
Est-ce ils peuvent arriver et te dire, voilà, moi je suis pas d'accord qu'il joue pas, pourquoi il ne joue pas alors que lui il devrait peut-être moins jouer? Je sais pas, un exemple, je donne un exemple, est-ce que pour toi un parent a le droit de donner son avis? Alors pour moi déjà, un parent n'a pas le droit de parler de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'un parent, il vient, il parle de son fils. Ouais. Voilà, je ne suis pas là pour parler des autres, je ne suis pas là pour parler de leur enfant. C'est la première des choses. Après, quand on est sur des temps où on se voit avec les parents pour pouvoir faire un point à mi-saison, on leur laisse une fenêtre ouverte où ils peuvent s'exprimer. Et nous, on doit l'écouter. On se doit d'écouter sur le ressenti, sur l'envie de jouer à un poste. Il faut qu'on soit conscient que on les fait être acteurs également dans la réussite de leur enfant. Et on doit être sensible à ce qu'eux ressentent également. Je ne dis pas que les avis doivent converger, mais je dis qu'à minima, il faut les écouter. Je suis d'accord. Si tout se fait, je dirais, avec beaucoup de respect, parce que le respect doit être mutuel. Après, c'est peut-être un peu plus différent, vous, dans une structure pro que amateur. Peut-être que vous, ils peuvent donner un peu leur avis, mais ils ne se permettent peut-être pas trop non plus d'aller donner leur avis. Je sais pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me contredise et qu'on me dise que j'ai tort, parce que quand je perds un match, j'ai tort. Ouais. Quand on joue mal, j'ai tort. Donc oui, c'est que j'ai pas fait les bonnes choses. Tu sais, Cham, quand tu perds, tu es seul. Quand tu gagnes, il y a beaucoup de monde autour de toi. Ouais. Et il faut faire participer ton staff, les joueurs et puis les parents, parce que c'est leur réussite. Le parent, il faut pas le squeezer. C'est lui qui l'emmène au foot, c'est lui qui le fait manger, qui le fait dormir. Et c'est lui qui donne de l'amour. Et c'est un élément important dans la configuration de réussite d'un enfant. Quel joueur célèbre issu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais considères-tu comme un exemple inspirant pour les jeunes? Alors il y en a plus, je pense que tu vas dire tout le monde, je suis sûr, mais est-ce que tu peux en dire au moins un? Pour toi, que celui qui ressort, tu dis… Celui qui ressort, c'est celui qui a eu les trophées. Celui que je peux ressortir, c'est Karim Benzema, parce que c'est un Lyonnais qui a joué à Lyon, qui a été formé à Lyon, qui a joué à Lyon, qui est parti au Real de Madrid, qui est resté très longtemps au Real de Madrid, qui est très longtemps dans l'ombre d'un joueur, de Ronaldo. Donc c'est-à-dire qu'il a été patient, et la patience, pour moi, c'est quelque chose qui s'apprivoise très tôt dans un centre de formation, voire dans un club amateur. Et pour moi, il a tout de la réussite du joueur. Il y a également les 3 Lyonnais qui ont gagné la Coupe du Monde. Là, je dirais, c'est une récompense collective. Et les récompenses collectives, c'est un ballon d'or, il n'y en a qu'un. Les récompenses collectives, tu peux aller en glaner. Il y a des Coupes de France, il y a les championnats de France, il y a l'équipe de France. Donc, il faut penser que le joueur, sa réussite passe déjà par la réussite d'un collectif. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important à cerner pour le joueur. Il aura plus facilement des récompenses collectives que des récompenses individuelles. C'est vrai. Et Benzema, tu l'as eu à quelle catégorie? Tu l'as eu en poussin. En poussin. À 10 ans, la première année qu'il arrive. D'accord. Il était comment, Benzema? Il était plutôt introverti à découvrir le club, puisqu'il est arrivé en cours de saison. Mais après, sa priorité, c'était gagner sa place dans l'équipe première. C'est ce qu'il a fait. Et on gagne la Coupe nationale. Et il arrive en poussin comme il était arrivé chez les pros. Quand il arrive chez les pros, la première des choses qu'il fait à son bisutage chez les pros, c'est de dire maintenant je vais prendre votre place. Voilà. Et beaucoup de sang-froid, le même sang-froid qu'il a dans une surface de réparation, mais beaucoup de responsabilité quand il rentre dans une équipe. Voilà. Est-ce que tu as un message que tu dirais que tu étais un de ses premiers coachs directement, il y en a des gars avant? Alors, je suis un de ses premiers coachs, mais il faut vraiment rester très humble par rapport à ça, parce que moi, j'ai pas été. Il y a des entraîneurs comme Armand Garrido, Robert Valette, qui l'ont fait réussir au centre de formation. Oui, réussir, après, tout le monde a mis sa contribution aussi, donc c'est aussi, voilà, c'est pas chacun un indicateur personnel. Après, je sais pas si tu avais un petit mot à lui faire passer, peut-être, je sais pas. Merci d'avoir véhiculé l'image du club d'abord, et puis l'image du centre de formation, parce que si le centre de formation est où il en est, c'est parce que ces joueurs réussissent et ces joueurs amènent très haut l'étendard de l'Olympique Lyonnais. D'accord. As-tu remarqué quelque chose? Ah ouais, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur tous les joueurs qui sont devenus professionnels, qu'ils ont en commun? Est-ce que ça, c'est parce que voilà, toi, tu as eu beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi, mais d'autres qui sont pro, et tu te dis, c'est incroyable, tous ceux qui sont pro, ils sont quand même tous la même chose, à peu près. Alors, ce sont des passionnés, travailleurs, et stabilité de l'environnement, avec les parents, avec les agents. Ils avaient tous ça en commun, ceux qui ont réussi. Ouais, il me semble-t-il. Après, il y a peut-être des fois des carrières où tu penses pas que ça puisse… Mais en fait, je suis personne pour dire toi, tu as 15 ans, tu vas arriver à être pro. Ou toi, à 15 ans, tu n'arriveras pas pro. Moi, je n'ai pas le droit de prédire l'avenir. Moi, je les aide à aller au plus haut possible, mais je ne suis pas en mesure de dire tu vas ou tu ne vas pas réussir. C'est à l'instant T, c'est quelque chose qui se passe. Et maintenant, le centre de formation, on a de moins en moins de temps. Et puis, il faut très vite cerner les forts potentiels.
mais je ne suis pas en mesure de dire tu vas ou tu ne vas pas réussir. Ouais, Après, c'est lui qui va mettre les moyens. C'est lui qui va mettre les moyens. Ouais, c'est vrai qu'après, oui, c'est vrai. Après, tu peux avoir des très bons jeunes, après, tu penses qu'ils vont réussir, mais en fait, ils ne réussissent pas, vers ça. Mais est-ce que ça t'a déjà arrivé qu'il y a des gens, c'est une question, est-ce que tous les joueurs que tu pensais voir professionnels, bon, toi, tu vois personne professionnel Alors, je vais prendre ta question à l'inverse. Ouais. C'est moi qui vais amener la question. C'est que des fois, il y a des joueurs que tu ne vois pas arriver. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui s'appelle Mehdi Zéphane, qui a joué à Lyon, à Rennes, qui a gagné la CAN avec l'Algérie. Je l'ai à 13 ans et à la mi-saison, je lui dis Mehdi, si on est en fin de saison, tu ne passes pas dans la catégorie supérieure. Et dire que l'aventure à l'Olympique Lyonnais s'arrête. Et c'est un joueur qui a pris son destin en main, qui a plus travaillé que les autres. C'est-à-dire qu'en sortant du vestiaire, il sortait le premier pour faire plus que les autres. À la fin d'entraînement, il partait le dernier après les autres. Et il a gardé cette culture du travail plus tard à l'Olympique Lyonnais, puisque quand il est devenu pro, je le voyais beaucoup travailler en salle de musculation. Et c'est un joueur qui m'a marqué par son abnégation à la réussite. C'est quelqu'un qui voulait et qui s'est donné les moyens d'y arriver. Et je trouve qu'il faut vraiment maintenant être très endurant dans la motivation pour pouvoir performer à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Et tu ne sais pas ce qui peut arriver dans un parcours de formation. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs maintenant qui disent voilà, lui il est bon, il va réussir. Non. En fait, on ne peut pas prévoir, c'est pour pas aller dans une boule de cristal. C'est de la peau de perlimpinpin, mais c'est vrai qu'on n'est pas des... Moi, je ne suis pas voyant. Je ne peux pas dire tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Je ne suis pas capable, très sincèrement. Es-tu favorable au surclassement si un joueur est au-dessus de sa catégorie? Alors oui, je suis favorable à ce qu'un joueur puisse aller manger ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'un joueur, il a une avance athlétique, un joueur, il est en train de stagner sur sa réflexion cognitive dans le jeu. Je pense qu'il faut qu'il aille voir au-dessus. Après, je pense aussi qu'il faut le ramener en dessous sur des moments de performance où il va avoir besoin de se régénérer sur le plan athlétique. C'est-à-dire que je ne sais pas, à 15 ans que je fais aller jouer en 16 ans, si à un moment donné, on sent qu'il tire un peu la langue, c'est de le ramener aussi. Parce que c'est leur faire preuve d'humilité. C'est de se dire, en fait, je ne joue pas pour les 15 ans ou les 16 ans de l'Olympique Lyonnais. Je joue pour l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Donc je suis favorable au surclassement, mais un surclassement intelligemment fait. Mais alors, moi, c'est tant mieux parce que je vais pouvoir te le demander à toi. Parce que moi, le surclassement, en fait, pour moi, alors, j'en sais pareil, on en parlait dans une émission, j'arrive pas à comprendre pourquoi on pense toujours surclassement. Parce que pour moi, un joueur n'est pas prêt à 100%. Il peut faire des différences, peut-être parce qu'il est peut-être plus physique, peut-être qu'il court très vite, peut-être qu'il est un peu plus mature, donc il réfléchit un peu peut-être mieux que les autres, tout ça, mais tu peux toujours quand même lui inculquer des choses dans sa catégorie. Bien sûr. Tu peux lui enlever des consignes, sur lesquelles sur qualité qu'il exploite bien, bah, tu lui les enlèves, tu lui dis bah, écoute, tu n'as pas le droit de l'utiliser, comme ça tu en développeras peut-être d'autres. Tu peux lui rapporter toujours quelque chose, tu vois. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi dès qu'on estime qu'il est bon, bah, directement sur classe, alors qu'il peut toujours apprendre des choses. Des fois on se dit qu'il ne faut pas le surclasser parce qu'on est un club dans le club et l'entraîneur veut garder son joueur également pour soi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on utilise ces joueurs dans ces cas-là, on les consomme. Moi je pense qu'il faut donner à manger ce dont a besoin le joueur, sans que ça soit quelque chose de définitif. Il ne faut pas l'installer dans un surclassement qui faille penser que... Parce qu'après, qui dit surclassement très vite, il va dire peut-être contrat très vite, il va vouloir aspirer à beaucoup de choses très vite. L'essentiel, c'est de le ramener toujours à la réalité de son âge également. Parce que son âge également, c'est son rapport aux autres dans son mental. Comment va réagir un jeune de 16 ou 17 ans quand il passe professionnel dans un vestiaire où il va peut-être y avoir des papas de 30 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans. Enfin, donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, le joueur, on fait les choses pour qu'il progresse. On fait des choses pour que son plan de formation coïncide avec la valeur du moment qu'il a. Voilà. Il n'y a rien d'arrêté. Tu surclasses un moment, à un moment donné, pas tu le déclasses, mais tu le ramènes à la réalité de sa catégorie, tout simplement. Est-ce qu'il y a un suivi après? Est-ce que vous faites un suivi avec des joueurs qui ne signent pas après? C'est vrai qu'il y a des joueurs il y a peu de joueurs qui réussissent professionnels. Est-ce que Lyon, ou même toi, peut-être personnellement, tu continues un peu à suivre ces joueurs et de les guider un petit peu ou ça c'est fini, c'est fini? Non, on a toujours des relations parce que la première des choses quand on est éducateur, c'est qu'un joueur, quand son chemin va s'arrêter en 15 ans, c'est de l'aider à retrouver un projet qui va correspondre à ce qu'il veut lui. Un projet scolaire, un projet sportif, dans un centre de formation, dans un club amateur, avec un niveau de compétition nationale U17 ou U19. Donc non, il y a vraiment un accompagnement, je dirais. Il y a un accompagnement mental et puis il y a un accompagnement également logistique. Donc on aide aussi, on ne met pas à la porte et on aide à rebondir, le rebond. J'avais une question, j'aurais peut-être dû la poser peut-être avant tout, mais c'est sur la prise d'information. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu développes réellement la prise d'information. C'est vrai
on en oublie des fois de cet aspect-là qui est super important, parce que l'anticipation, tout ça, regarder, savoir observer, tout ça. Comment toi tu développes ça? Alors pour moi, les repères perceptifs sont super importants dans ce que tu vas faire après dans le football. Parce que le focus visuel, c'est quelque chose qui va déterminer les choix de jeu, avec les moyens que tu as techniques. Donc j'ai envie de parler de perceptivo-cognitif décisionnel. Voilà. Dire Ah, que voilà, je me rappelle. tu vas bien voir les choses, tu vas t'informer des espaces parce que le jeu est dynamique et tout bouge très vite. L'univers du football à une seconde près, c'est pas la même à une seconde n+1. Donc percevoir, c'est déjà regarder, c'est s'informer. Voilà. Ensuite c'est traiter avec ta tête. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le ballon? Est-ce que je le joue en une touche? Est-ce que je peux prendre l'espace avant? Est-ce qu'il faut que je remise? Et puis décider. Parce qu'il y a des joueurs qui perçoivent. Et puis après, le traitement ne se fait pas et ils ne décident pas. Donc il faut les habituer dans des jeux, avec des couleurs. Parce que moi, on m'a souvent appris plus jeune, voilà, fais de la vitesse avec signal sonore, signal visuel. Moi, je pense qu'il faut ramener beaucoup de choses au visuel, parce que le football est visuel. Après, des fois, il y a la parole, mais la parole, elle t'aide. C'est un complément. Donc, pour bien schématiser, c'est perception cognitive décisionnelle. Ouais. Et tu peux rappeler vraiment pour les jeunes qui nous regardent, chaque branche. Le perceptif, c'est voir, avoir des focus visuels tout le temps, scanner. C'est à l'époque du grand Barça, Iniesta, Xavi, regarder dans son dos ce qui se passe pour pouvoir voir les espaces libérés par les joueurs adverses, la position de tes partenaires, parce que ça, tout bouge. Il n'y a que deux choses qui ne bougent pas, c'est les lignes du terrain et la cage, la cible. Donc percevoir, il faut tout le temps percevoir. Ensuite, cognitif, c'est ce que tu vas faire quand tu vas avoir le ballon dans les pieds. Ou ce que tu peux faire quand tu n'as pas le ballon dans les pieds. Parce que toi, tu es un défenseur, je peux peut-être venir devant toi, t'emmener sur un côté et libérer un espace. Donc, il y a ça. Et puis après, décider. C'est-à-dire que le cognitif va me faire réfléchir et décider, je vais mettre en œuvre ce que je veux faire avec le ballon. Voilà, et je vois un joueur qui est parti, j'ai pris une information, je lui mets une touche. Moi, je pense qu'il faut développer ça dans des aspects du jeu. Quand on s'était vu pendant le Covid, on en avait beaucoup discuté. J'aimais bien jouer son chasuble sur une séance. Et comme on était en hiver, on mettait les bonnets. Une équipe avec bonnet, une équipe sans bonnet, pour percevoir vers le haut. Et puis l'entraînement d'après, je changeais les chaussettes pour percevoir vers le bas. Et il y a des joueurs qui ont un focus visuel qui est beaucoup plus périphérique et haut. Et puis il y en a qui sont un peu la tête vers le bas parce que qu'est-ce qui est aimant dans le football? C'est le ballon. Et il y en a beaucoup qui sont en train de regarder vers le bas, qui ne sont pas intéressés par tous les éléments extérieurs à lui et au ballon. Et il y a quelque chose que tu m'avais apprise, c'est que tu ramenais toujours les conditions de match dans l'entraînement. Exactement. C'est ça. Et même par exemple, tu mettais tu faisais pas, voilà, si moi je suis rouge et je mets les ballons dehors, là, bah, c'est le mec qui rattrape plus vite le ballon, qui fait la touche le plus rapidement possible. Tu avais mis plein de règles, un peu les pénaltys, tu les mettais aussi dans la séance. Bah, en fait, je pense que il faut entraîner un jeu qui est le match. En fait, on disait avant, on joue comme on s'entraîne. Moi, j'ai envie de dire maintenant, on entraîne comme on joue. Et ce jeu, c'est le jeu du match. Donc, si tu fais d'entraînement où tu es content parce que tu as fait des choses, tout ça, mais que tu n'as pas pratiqué parce que tu as parlé en tant qu'entraîneur pendant une demi-heure, et puis que pendant une demi-heure, tu as fait jouer tes joueurs, le ratio, il n'est pas bon. Donc, il faut créer un écosystème lié au match, avec des cartons. J'aime mettre des cartons. Tu mets des cartons à l'entraînement? Ouais, je mets des cartons à l'entraînement. C'est-à-dire que apprendre à vivre avec un jaune, c'est-à-dire que tu prends un jaune à l'entraînement, comment tu vas réagir après si en match tu n'as pas l'habitude d'avoir un jaune? Il y a ça. Tu disais effectivement les touches. Des fois les touches, c'est l'équipe qui récupère le ballon à la main qui joue. Parce qu'on doit mettre une rythmicité du jeu. Et c'est nous à l'Olympique Lyonnais, on doit être les acteurs, on doit décider de ce qu'on veut faire sur le terrain. On n'est pas en réaction, on n'a pas des problématiques qui sont posées par l'adversaire, c'est nous qui proposons les problèmes à l'adversaire. Donc ça, si je le veux, je suis obligé de recréer un contexte qui est lié au jeu que je veux. Un truc que tu n'arrives pas aussi à gérer, c'est l'arbitrage. Donc comment tu aussi, parce que tu peux avoir un arbitre qui est très mauvais aussi, ou très mauvais. Alors en général, il faut quand même bien leur travail, on ne va pas non plus dénigrer les arbitres, parce que j'aime bien ce qu'ils font, c'est quand même pas facile ce qu'ils font, moi je ne pourrais pas le faire. J'ai pas envie de dénigrer le travail, il y en a, ils le font très très bien. Mais c'est vrai comment tu gères un peu, parce que tu peux tomber peut-être sur, tu vas préparer tes joueurs, et si tu siffles à chaque fois les fautes, les machins, est-ce que tu fais exprès des fois de laisser le jeu Effectivement, il faut les apprendre à être face à de l'injustice. L'injustice qui crée de la frustration. Donc il faut générer également des scénarios de match. Et avec mon ancien adjoint Julien Negri, on avait créé un jeu, un après-midi à 11 contre 11, où on était là-dessus. On joue en infériorité numérique, on crée de l'injustice,
On crée des scénarios qui étaient vraiment complètement en inéquation avec le jeu. Mais si tu les prépares pas les matchs, comment ils font les joueurs? C'est ça. Ils dézinguent après sur le terrain. Ils vont prendre des cartons, ça va mal se passer. Tu sais pas comment tu vas finir. Ça va partir. Il y en a un qui va vouloir mettre un tacle à la hauteur des oreilles à un autre joueur. Donc non, il faut que tu le prépares, à mon avis, à l'entraînement. L'entraînement, c'est recréer un contexte lié au match, dans l'intensité, dans la rythmicité et surtout dans les émotions. Oh, si, on a tout. Moi, t'as fait plus de 30 ans à Lyon. Tu as eu plein de joueurs. Et qu'est-ce qui t'ont apporté tous ces joueurs-là en tant qu'homme et tout? Ils m'ont beaucoup plus enseigné qu'on peut le penser. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris parce que chacun d'eux a été une méthode d'enseignement différente par rapport à un autre. Alors bien sûr, des fois, il y en a certains qui se ressemblent, mais chaque individu, c'est une méthode différente d'un autre et je les en remercierai jamais assez. C'est parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses dans le management humain et puis également sportif. En tout cas, Cyril, merci. On a fini là. C'était un plaisir. Et on pourrait faire plein d'autres questions, mais sinon on va rester 3 heures. C'était un plaisir. Et puis après, il faut que je mette des petites lucarnes sur le terrain. Donc ça marche. Merci Cyril, c'est gentil. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.